Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel, 6e épisode. Et oui, déjà pour ce rendez-vous dédié à la réflexion, mais aussi au débat d'idées. Nous avons aujourd'hui la grande joie d'accueillir sur ce plateau deux journalistes qui vont aborder avec moi l'épineux problème du rôle des médias dans la société aujourd'hui à l'aune de certaines situations. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir une dame. Elle est spécialiste des médias, Achaïsso Mbali, qui présente également une émission sur Radio Campus, L'Arbre à Palabre. Avec elle, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Lotfi Amin Hachemi, producteur à Euromag, journaliste, grand reporter, qui va partager avec nous son expérience. Je me tourne vers vous, Achaïsso Mbali. Merci d'être là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Mais de rien, tout le plaisir est pour nous. C'est d'ailleurs l'objectif d'Horizon Intellectuel que d'inviter des personnes qui ont des choses à dire, et vous en faites partie. Alors, le traitement médiatique du fémicide conjugal, on va en parler, mais avant cela, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi vous avez souhaité qu'on en parle, et puis surtout, le plus important, peut-être contextualiser et nous dire quel est l'événement qui a justifié que nous puissions en discuter. Très bien. Alors, l'événement qui a fait que je souhaitais parler de ce sujet ce soir, c'est un meurtre donc, qui a eu lieu ici en Belgique par un membre de la diaspora. Je ne sais pas si on peut citer son nom. Son nom, non. Sa nationalité, oui, peut-être. Ouais, donc on va pas. Mais c'est un membre de la diaspora vraiment reconnu, populaire, apparemment brillant dans ce qu'il faisait, et il a poignardé sa femme. Donc la veille, le jour de son anniversaire, il me semble, il y a quelques mois. Et ce qui m'a choqué, donc, c'est que dans mon cercle, les gens qu'il connaissait, personne n'a réagi. Alors qu'on a une communauté qui a toujours... Ils n'ont pas réagi parce qu'ils n'étaient pas au courant ou parce que... Non, ils étaient au courant, mais ils n'ont pas souhaité réagir, prétextant qu'on ne savait pas ce qui s'était passé, il avait sûrement des raisons d'avoir tué sa femme, on ne sait pas ce qu'elle lui avait fait, et que seuls eux peuvent comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi il a perdu la tête, et qu'il fallait laisser faire la justice, alors qu'on est vraiment dans une communauté qui a tendance à surréagir à tout, à tout et n'importe quoi, de façon parfois un peu exagéré même, et là de la part de mes camarades militants entre autres, aucune réaction, et ça m'a vraiment choquée, et je suis ravie de pouvoir aborder la thématique aujourd'hui. D'accord, je pense que l'autre raison aussi vient du fait que les médias en ont très peu parlé, à peine quelques lignes. Comment vous expliquez cette indifférence ? L'indifférence, je ne l'explique pas, parce que ce sont quand même des faits graves et ça ne touche pas qu'une femme à un moment donné qui se fait assassiner par son conjoint, ça touche la société en général. Ces femmes ont des familles, ces femmes ont des enfants, ces femmes ont des amis, elles ont un cercle qui reste parfois dans l'attente, ne fût-ce que de reconnaissance qu'il s'agit d'un crime, qui n'arrive souvent pas. Et donc, je ne comprends pas qu'on traite souvent ces faits comme des faits divers, et même la manière dont les journalistes et les médias en parlent, souvent on parle de crimes passionnels, j'ai noté ici de drame familial. On essaie toujours d'atténuer en fait la responsabilité du meurtrier, en lui donnant des raisons sentimentales, ou c'est madame qui a trompé, ou c'est madame qui l'a poussé à bout, comme si à un moment donné on voulait justifier tout à fait, c'est assez et faire passer la victime en bien fait sûr. à la cause en fait de ce qui lui est arrivé. Alors Lotfi Amin Hachemi, je me tourne vers vous. Je l'ai dit en introduction, vous êtes producteur notamment de Euromag, vous êtes grand reporter, journaliste, vous avez une expérience que nous allons partager ensemble dans quelques instants. Que vous inspire au fond cet exemple-là que nous venons d'évoquer sur cette indifférence concernant un fait divers impliquant notamment des Africains? Alors, c'est pas que un fait divers, c'est un fait de société malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a dans plusieurs pays, ce crime, des fois on l'appelle le crime passionnel, dès qu'il a rapport avec la famille ou les sentiments, la justice c'est deux poids deux mesures. Je dirais que dans certains pays musulmans, parce que moi je suis d'origine, je suis musulman, ce crime-là, et des fois c'est un crime d'honneur. Ça veut dire qu'il est pardonné aussi. Et c'est ça
la grande difficulté. Par rapport à notre continent, l'Afrique, ce qu'il faut dire, la réalité, c'est que ici en Europe, ici en Belgique, nous avons la chance d'avoir toute personne a les droits. En ce moment, on parle de viol à travers tout le monde entier. Mais il faut savoir que aussi une femme avec son mari, si elle n'a pas envie, c'est aussi peut être considéré comme un viol. Alors qu'en Afrique, tout ce qui concerne la famille, c'est un peu, on va dire, l'histoire de Salomon. Un jour, Salomon recevait la visite d'une personnalité qui venait pour lui demander conseil. À l'arrivée, cette personnalité a entendu un scandale. Salomon est en train de se bagarrer. Il rentre sous la tente et il voit Salomon avec sa femme. À ce moment, il lui dit, si même Salomon a des problèmes avec sa femme, je ne peux pas. Tout à fait. Voilà. C'est ce sentiment-là qui est là. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique, malheureusement, la position de la femme est plus considérée comme une propriété de l'homme plutôt qu'un couple marié. Non, même lorsque le couple se délocalise en Europe, on va dire qu'il y a le poids de la tradition qui fait, au fond, que dans les rapports humains, sociétaux, dans l'environnement social, cette situation-là perdure, en fait. Maintenant, je reviendrai sur une chose. Oui. J'aurais été certain que si la femme était européenne et le mari africain, tous les médias en auraient parlé. Alors précisément, et je vous pose la question à tous les deux, au fond, est-ce que finalement la place que pourrait occuper un tel fait divers dans l'actualité n'est pas aussi due au fait qu'aujourd'hui, l'information est considérée comme une denrée périssable finalement, dont on peut anticiper l'intérêt ou le non-intérêt au moment où elle est diffusée, Achaïsou. Déjà, on va plus parler de faits divers, on va parler de faits, quand même. D'accord. Simplement. Okay. Et je pense que oui, il y a de ça, il faut un peu de sensationnalisme, il faut faire sortir les émotions des gens, il faut les faire... faut que l'information soit virale, en fait, pour exister, et pour que le journaliste trouve son compte, entre guillemets, ou le média, et ça fait qu'effectivement, des cas comme ça ne sont pas forcément relayés, parce que comme le disait monsieur, voilà, c'est les Noirs entre eux, ils s'entretuent. Et récemment, en plus, il y a encore une jeune femme qui vient de se faire assassiner là. Oui, par son mari guinéen, je pense, hein, tout à fait. Et quand on lit les témoignages du père de cette jeune fille, il dit « Ma fille était tout simplement parfaite, elle était soumise à son mari ». Donc même le père ne se rend pas compte que c'est peut-être cette soumission qui est dogmatique et qui est enseignée et qui est si bien vue, c'est peut-être ça qui a perdu sa fille finalement, mais c'est la première chose qu'il met en avant, que sa fille était soumise, donc quelque part, il ne faut pas aller voir par là parce qu'on n'a rien à lui reprocher et il demande juste que justice soit faite. Amine. Moi, je pense que la communauté africaine, en général, c'est aussi de sa responsabilité de jouer un rôle dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, merci de nous avoir invités. Ça nous permet aussi de nous retrouver. Ça nous permet aussi de parler de sujets qui ne sont pas traités par les médias. Maintenant, en tant que journaliste d'origine algérienne, il faut savoir qu'on avait une certaine liberté de la presse en Algérie. On s'est battu contre des terroristes. Il y a plus de 100 journalistes qui sont morts à cause de cette liberté de la presse. Les fameuses années de plomb, donc, effectivement. Il faut vraiment le rappeler. Malheureusement, depuis que l'argent, donc les financiers ont pris, je vais dire, les médias en main, parce que c'est devenu une source, eh bien, ils choisissent les thématiques, et donc notre liberté en tant que, je vais dire, journaliste, c'est nous qui l'avons perdue. Donc c'est à nous de regagner la confiance de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, puisqu'on est sur cette chaîne-là, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, oui, la communication et les sujets qui sont traités sérieusement peuvent changer toute une vie. Et c'est ça notre rôle. Moi, je le dis à tous les personnes africaines ici, vous avez une chance. Vous êtes les ambassadeurs de l'Afrique, mais inversement, vous êtes les responsables de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, en général, quand vous parlez avec des jeunes, ils vous disent « je veux quitter l'Afrique ». Mais en fait, il y a une certaine réaction qui vous fait fuir l'Afrique parce qu'il vous dit « c'est la catastrophe, c'est la misère et tout ça ». Mais c'est de notre responsabilité à nous qui connaissons la réalité, comment on peut changer un pays, parce qu'ici en Belgique, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la guerre, hein. C'était l'atrocité. Hein. Et à mon avis, même les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Alors avant d'aborder plus généralement le rôle des médias et singulièrement ceux des communautés, des minorités dites visibles, Achaïsou, comment est-ce qu'on peut finalement résoudre ce problème, cette ambiguïté dans le traitement d'une information qui implique évidemment une certaine catégorie de population? Est-ce qu'il faut que les médias appartenant à ces minorités
prennent l'information et s'en servent pour la relayer efficacement, ou est-ce qu'au contraire, il faut un travail de pédagogie pour expliquer qu'un fait comme celui-là, qui arrive dans n'importe quel milieu dans la société, doit être traité de la même manière? Je penche plutôt pour la seconde solution, puisque nous sommes quand même des citoyens maintenant européens. Bien entendu. Et donc, quand un de nous est attaqué ou dont les droits sont bafoués, le fait doit être traité comme tout autre fait. Et effectivement, il y a une pédagogie à mettre en place, il y a aussi un champ lexical à mettre en place, utiliser les bons mots pour décrire les faits. Donc ici, j'ai eu à répertorier quelques termes. Donc ne pas parler de crime passionnel, parler de meurtre pour ne pas minimiser l'acte. Ne pas parler non plus, on a tendance à parler du comportement de la femme, de son physique, de comment elle est habillée, si elle a été violée, etc. Non, ça n'a rien à voir. Un viol reste un viol, c'est une agression. Et comme le disait monsieur, quand la femme dit non, elle dit non, peu importe qu'elle soit en tenue de travail ou en mini-jupe, ou qu'elle soit nue à côté de son mari, quand elle dit non, ce non doit être respecté. Et je pense que les médias aussi doivent arrêter avec les grands titres sensationnels pour attirer le voyeurisme et finalement ne pas donner de réelles informations, ou alors se taire, ne pas non plus donner les noms des victimes pour ne pas les mettre en danger ou pour ne pas les faire se sentir déshonorés dans leur entourage. Alors, Amine, je reviens vers vous. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez produit, et vous continuez d'ailleurs à produire, Euromag, qui a été diffusé il y a quelques années sur Beurre TV, mais qui est beaucoup plus présent au niveau institutionnel européen. D'un mot, peut-être nous rappeler les objectifs d'Euromag, car nous allons à présent aborder le rôle et la responsabilité des médias dans une société multiculturelle, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'aune des grands enjeux du moment. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que Euromag est une association, c'est-à-dire que elle a réuni quelques journalistes qui avaient l'intention de changer, je vais dire, les choses. Alors moi j'ai participé, je suis toujours un partenaire des médias, c'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme média, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est pour aider justement à fournir l'information, la bonne information. Euromag maintenant s'est spécialisé dans le live, c'est-à-dire le live streaming, parce que on a une expérience et un professionnalisme qui nous permet de diffuser à partir de n'importe quel pays, en direct, à partir du moment où il y a un réseau de téléphone. Sur Facebook, c'est encore beaucoup plus facile, je vais dire aujourd'hui, parce qu'il a une bande passante très faible. Mais Euromag a vocation de former et d'aider. Donc nous faisons par exemple la formation des enfants de 6 ans à 16 ans, pendant les vacances, ou quand et on les forme au métier des médias. Et pour moi, aujourd'hui, si nous avons loupé le rendez-vous en tant que, je veux dire, d'origine africaine pour s'imposer dans les médias actuels, eh bien, c'est à nous, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité d'Euromag aujourd'hui, de former des jeunes, de comprendre la force des médias. Il ne faut pas oublier que c'est la 4e puissance au monde. Et puis de l'autre côté, vous savez, quand un enfant pose des questions à des politiciens, vous pouvez voir sur le site d'Euromag, eh bien, il est très, très pris au sérieux. Parce qu'ils savent très bien que la réponse qu'ils vont donner à cet enfant, c'est pas une réponse qu'ils vont nous donner à nous pour nous faire patienter. Non, c'est une réponse qui demain sera responsable. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Amine, que l'arrivée des réseaux sociaux, notamment, et la possibilité pour les internautes, finalement, d'accéder à l'information plus rapidement, a quand même changé le rapport à l'information? Moi, je suis très content, et surtout très content pour l'Afrique. Malgré les dérives que cela implique? Ah oui, malgré les dérives. Mais il faut accepter les dérives. Vous savez, Canal+, quand c'est lancé, les gens s'abonnaient à Canal+, pour un samedi soir. Parce qu'ils voulaient revoir ces fameux films. Mais en fait, c'est une révolution. Canal+ ne vit pas de la publicité, mais vit de la production. Nous, aujourd'hui, les réseaux sociaux, sachez qu'en Algérie, un YouTuber qui dépasse 4 millions de vues ne gagne pas d'argent, alors que les autorités disent qu'il a gagné beaucoup d'argent. Il ne gagne pas d'argent. Et pourrait monétiser cela? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que l'Algérie n'est pas considérée comme un pays, je vais dire, à haute ressource financière. Si c'était 4 millions de viewers ici en Belgique, oui, il y a une... D'accord. Il faut savoir que chez Google, c'est comme ça, hein, ça dépend où vous êtes. Bien sûr. Par contre, quand je vous dis 4 millions de personnes, moi, quand je donne les chiffres ici en Belgique, j'ai eu un jeune Syrien d'origine d'Alep. On a été touché par ce qui s'est passé en Syrie. Il est venu, il m'a dit, voilà, j'aimerais chanter. Je lui ai dit, tu connais une chanson par rapport à la Syrie? Il m'a dit, Extra. Oui, je connais. On lui a fait un clip. Il a eu 500 000 vues.
Pour un jeune 500 000 inconnu. vues. Oui. Adel Al-Asfour, si vous allez sur Internet, vous allez voir, il a eu 500 000 vues. Et bon, après, on n'a pas continué le stage parce que bon, c'est pendant les vacances. Mais j'ai voulu prouver aux gens, même aux gens des médias, qu'aujourd'hui, eh bien voilà, quand c'est les jeunes qui s'adressent, ils ont des retours. Quand c'est des gamers qui parlent aux jeunes, c'est 20 millions de vues. Quand vous avez Cyprien qui avait démarré et on disait il avait 20 millions de vues, ben oui, c'est important. Et aujourd'hui en Afrique, eh bien ce sont ces youtubeurs qui font la révolution. Alors précisément, Achaïsso, je le rappelle, hein, vous présentez notamment l'arbre à palabres sur Radio Campus. Ça ne vous inquiète pas le fait, par exemple, que n'importe qui aujourd'hui puisse au fond créer sa propre information, la diffuser, la partager? Est-ce que là, il n'y a pas finalement une forme de risque, de dérive qu'il convient quand même de canaliser? Eh bien, moi, oui, ça m'inquiète, contrairement à Amine, parce qu'en fait, déjà, quand on prépare des émissions, on doit chercher l'information, on doit recouper l'information, on doit analyser l'information selon les sources où on la trouve. Et c'est vrai que des fois, on a tellement de contre-informations sur les réseaux sociaux que les gens prennent pour acquis qu'il y a un travail à faire pour rétablir, entre guillemets, la vérité ou les faits. Et d'autre part, les gens n'accordent plus de crédit à ce qu'on peut faire. Vu qu'ils ont l'information un peu partout, on annonce des décès un peu comme ça, on annonce des journaux qui sont ici, qui n'ont pas par exemple de correspondant au Congo, pour ne citer que le Congo ou le Togo, envoient des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc nous, on a des contre-informations, par exemple même de la famille, donc qui sont des réseaux non officiels d'information, qui ne sont pas du tout concordants avec les infos qu'on soit des grands médias. Et donc comme on est un petit média communautaire, eh bien parfois on est aussi discrédité par rapport à ça. Donc je ne suis pas pour que tout le monde crée son média ou diffuse de l'information sans un minimum de cadrage ou même de source. Alors dire voilà, c'est là où telle est ma source et je vous donne l'information, mais voici ma source. C'est là où j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui on a passé un cap. On ne peut plus revenir en arrière, à part s'il n'y avait pas d'électricité. Obama, on peut dire, Facebook a joué un rôle extraordinaire. Trump, cette fois-ci, avec Twitter. Pas qu'avec Twitter, mais avec les Russes qui se sont, mêlés dans cette campagne. Aujourd'hui, Hillary Clinton a perdu très facilement, même si elle avait plus de voix que Trump, mais elle a perdu à cause justement des médias sociaux. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de l'information. Vous regardez l'Élysée. Quand l'Élysée diffuse sur Periscope ou sur autre, eh bien l'information est prise au sérieux. Quand nous, l'AFP ou alors ici en Belgique, l'agence Belga donne une information, elle est très prise au sérieux. Par contre, je vous dirais, sur les jeunes que je rencontre, alors beaucoup me prennent très au sérieux quand je leur donne une information ou je les forme. Mais par contre, quand je diffuse quelque chose sur Internet, je me rends compte qu'ils préfèrent les théories des complots. Donc, ce qui fait qu'il faut jouer le jeu, il faut arriver. Alors justement, cette théorie du complot, est-ce que ce n'est pas non plus la conséquence d'une défiance de l'opinion publique par rapport à des élites qui, le moins que l'on puisse dire, ont failli dans certaines contrées du monde, et puis surtout cette dissimulation à laquelle certaines opinions ont été habituées, à Chaïsso? Défiance, je dirais pas, mais prise de position certainement. Il y a quand même une rupture du contrat de confiance entre les dirigeants politiques et l'opinion publique. On ne peut pas le nier, que ce soit en Afrique ou en Occident. Oui, en Afrique, oui, clairement. En Occident, je ne sais pas, j'ai pas envie de me prononcer. J'ai envie de dire que les gens font semblant d'être dans la défiance par rapport à leur politique, alors qu'au fond, peut-être qu'ils sont tout à fait... Un exemple juste, par exemple, lorsque vous voyez la montée de l'extrême droite dans certains pays européens, ça peut aussi être, je dirais, un signal de défiance à l'égard de la classe politique dite traditionnelle, et cette opinion essaye peut-être de tester d'autres formules. C'est une manière de voir les choses. Non, je pense pas. Je pense sincèrement que les gens ont un discours public, donc voilà, contre l'extrême droite, etc., pour ne parler que de ce sujet, mais qu'au fond, c'est quand même ces mêmes gens qui vont voter, et si l'extrême droite monte en puissance, et que voilà, il y a juste cette plateforme citoyenne qui tient le coup pour l'instant pour, entre autres, le cas des réfugiés, c'est qu'il y a quand même une majorité qui est d'accord avec cette montée, ce populisme, comme on l'appelle, etc. Donc je ne pense pas qu'ils soient en défiance. Maintenant, par rapport à la théorie du complot, moi je vois que dans le milieu militant, la théorie du complot revient souvent. Et je pense que c'est juste une prise de position, que pour toute information donnée, il faut systématiquement se positionner en
Oui, en contre-front, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un exercice qui a quand même ses limites à un moment donné, dès lors que elle est vérifiée, une fois, si on arrive à la limite et qu'on a vérifié, recoupé, alors on peut se faire sa propre opinion, éventuellement revenir à sa position, oui. La théorie du complot, c'est juste une manière d'abord de prendre l'information avec distance, de l'analyser avec ses propres critères, son propre paradigme, et puis alors éventuellement, si on voit qu'elle est avérée, on la prend, si on voit qu'elle n'est pas avérée, on continue à chercher. Alors, Amine, je voulais aborder avec vous, ainsi qu'à Cheiso, on parlait du rôle et de la responsabilité des médias, notamment lorsqu'ils sont soit communautaires ou issus des minorités dites visibles. Est-ce que l'accès de ces médias à l'information ne pose pas en soi de problème, mais son financement et sa place dans la société aujourd'hui, est-ce que elle occupe la place qui lui revient de droit, ou est-ce qu'au contraire il y a encore, on va dire, des entraves ou des résistances qui l'empêchent de s'émanciper ou d'évoluer? Alors, faut être clair, quand on fait un business plan pour un média, c'est d'abord le financement. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de subside d'État, si on n'est pas financé par un État, eh bien, on est obligé d'aller chercher des sponsors, des partenaires. Le problème de notre communauté, je veux dire la communauté africaine, elle consomme. Mais elle ne va pas regarder les médias, je veux dire, de la communauté pour consommer. Elle va regarder plutôt les grands médias de masse, et donc elle va consommer comme n'importe quel consommateur. Nous, notre responsabilité aujourd'hui, pour trouver, je veux dire, cet équilibre, c'est de conscientiser, je veux dire, qu'on peut être solidaire. Il y a certains pays asiatiques, vous savez, leurs chaînes de télévision sont financées par les expats. C'est-à-dire que chaque expatrié donne 1 euro, 2 euros, et c'est comme ça qu'ils arrivent à rester en contact. Maintenant, il ne faut pas avoir le monopole. C'est ça notre problème, je veux dire, en tant qu'Africain, c'est qu'on veut toujours avoir le monopole, être le premier média. C'est pas possible. C'est pas possible. Même TF1 est tombé de son piédestal, même, je vais dire, la RTBF est tombée de son piédestal. Aujourd'hui, TF1 est venu sur la Belgique, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour RTL. Il y a vraiment des changements sans arrêt. Par contre, ce qui reste réel, c'est que quand vous parlez à notre communauté de billets d'avion, vous parlez à notre communauté de consommation et de gains, je veux dire, par rapport au prix, on vous suit. Et c'est à ce moment-là que vous avez un poids pour pouvoir imposer votre vision. C'est-à-dire pour pouvoir imposer une certaine information et éduquer. Parce qu'aujourd'hui, je le dis à tout le monde, moi je me rappelle des émissions quand j'étais enfant, c'est ces émissions-là qui m'ont éduqué aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois les jeunes, ils sont éduqués par l'Internet. Mes enfants, ou alors en Afrique, c'est le Facebook aujourd'hui qui communique. Je peux vous dire que pour moi, Facebook va disparaître très bientôt. Parce qu'il va y avoir toujours un nouveau qui va apparaître et qui va changer cette façon de communiquer. Par contre, aujourd'hui, il faut se baser sur Facebook pour prendre une place. Comme El Mouaten, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, pas de financement, ça ne marche pas ». Moi, quand j'ai créé la première chaîne de télévision, on avait besoin de 2 millions d'euros parce que le satellite coûte 300 000 euros par an, à peu près. Donc, si on n'avait pas ce financement-là, on ne pouvait pas être une télé. Moi, quand je leur ai dit « Je vais commencer sur Internet », il y a beaucoup de gens qui rigolaient. Mais aujourd'hui, quand ils voient que j'ai pas de gouffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Romac n'a pas de déficit, alors que les grosses chaînes sont toutes en déficit parce qu'elles ont des masses et des masses de Alors, à Cheiso, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le poids finalement de ces médias dépend aussi de leur capacité à se structurer? En d'autres termes, est-ce qu'il y a, d'après vous, d'après votre expérience, des communautés qui s'organisent beaucoup mieux médiatiquement que d'autres? Clairement, oui. Justement, la communauté nord-africaine s'organise beaucoup mieux que la c'est dû à communauté quoi? subsaharienne. Je pense qu'il y a déjà la conscience d'un besoin et puis l'investissement. Donc, j'ai vu souvent dans les rues, notamment à la rue Malibran, il y avait un petit flyer comme ça collé sur les commerces. Il faisait un appel aux dons, il devait réunir une grosse somme, et il faisait un appel aux dons, et il y avait un numéro de compte, et chaque personne pouvait verser de l'argent. Et je pense que c'est comme ça que des radios comme Arabelle ont vu le jour, et que des médias, même web médias, sont financés. Alors que nous, chez les subsahariens, il faut le dire clairement, il y a aussi cette envie toujours d'être le premier, d'être le seul, et on ne se rend pas compte qu'à force de se disperser, on n'aura jamais ne fût-ce qu'une source d'information qui sera crédible, on va dire au moins pour Bruxelles, voire pour la Belgique. Donc on n'a pas de socle en fait. Alors j'en profite pour parler de votre actualité à vous, à Cheiso. Donc le premier
mars prochain, donc jeudi prochain. Ce sera donc la 5e édition du Guide africain de Belgique qui est publié par Vitrine Africaine. Ce sera au château du Carevel. En quelques mots? En quelques mots, donc c'est la 5e édition, c'est l'édition anniversaire. Donc Vitrine Africaine a créé le guide, l'annuaire africain de Belgique, donc qui regroupe tous les professionnels, en tout cas qui sont inscrits de la diaspora. La spécificité, c'est que ces professionnels sont subsahariens et donc ils sont dans des professions libérales, entreprises. Il y a des avocats, il y a des politiques. On y retrouve aussi des associations et c'est vraiment un outil de marketing, networking, de référencement de ce que la diaspora fait de mieux. Et pour la 2e année, donc l'événement aura lieu au château du Carevel à partir de 17h. Et il y aura du networking, des surprises et je pense qu'on aura l'occasion de vous y retrouver. J'espère également, ce sera avec grand plaisir. Amine, votre actualité des prochaines semaines et des prochains mois, parce que les projets, vous en avez plein la tête. Hein. Vous voulez en partager quelques-uns avec nous? Vous savez, souvent on me dit, moi je suis très naïf et j'y crois. C'est-à-dire qu'à chaque fois il faut y croire, que ce soit comme Alice au PTAV ou les autres. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on est encore partenaire des Beaux-Arts pour pouvoir diffuser l'information en direct. Donc c'est ce week-end, il faut venir aux Beaux-Arts. Afropolitan, on rappelle. Festival. Ensuite, bien sûr, on sera toujours présent avec l'Africa Rise, puisque pour nous, l'Africa Rise, c'est aussi un rendez-vous à ne pas... On rappelle, du 27 au 29 mars. Tout à fait. Au château du Lac à Genval. Voilà. Et puis, mon combat, qui est de dire, il n'y a pas d'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, il y a un seul continent. Donc, sur toutes les activités où on peut participer, que ce soit aussi sur Radio Campus ou autre, on est toujours présent en disant, oui, nous avons peut-être pas la même couleur de peau, mais nous sommes originaires de ce même continent que nous aimons, même si aujourd'hui on est à 100% belge parce que ce pays nous a accueillis, ce pays nous a donné des droits que malheureusement dans certains pays africains nos citoyens n'ont pas. Ce pays nous a donné un équilibre, il nous a permis de construire une société et une famille. Et bien aujourd'hui nous sommes redevables parce que comme on le dit chez nous, en tous les cas je veux dire les musulmans, eh bien ceux qui ont choisi la religion islamique, ils ont fait un choix. Donc ceux qui ont choisi aujourd'hui de la Belgique, ils ont fait un choix. Par contre, ceux qui sont nés dedans ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Voilà qui met un terme à cette première partie journalistique. Merci infiniment Achaïsso Ambali, merci à Lotfi Amin Hachemi. Nous allons dans quelques instants poursuivre avec cette fois-ci culture et art. À tout de suite. Deuxième partie d'Horizon intellectuel, nous passons du journalisme à la création artistique, à l'art si vous préférez, avec nos deux invités, un homme et une femme. Je vais donc avec grand plaisir vous présenter Defustel Njoko qui est égérie, il est également designer, créateur, il est en association notamment avec Botticelli qui fabrique des chaussures et qui lui consacre donc une ligne. Il est également sur un projet qui n'en est plus un puisqu'il s'agit de Pochette Quadretto, il nous en parlera. Il s'agit d'une collaboration avec la marque Minardi. Et puis il y a aussi la marque de lunettes Mondeliani dont il va nous parler et qui est la seule marque de lunettes au monde qui s'adapte à votre morphologie. À ses côtés, je reçois Caro Hakim alias Neftis, auteur, compositeur, interprète. Elle a un talent fou et vous allez le découvrir. Je me tourne vers vous, Defustel, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, on a du mal à vous suivre. New York, Milan, Florence, on ne sait pas où donner de la tête. Ce qui est par contre évident, ce sont ces différents partenariats que vous nouez avec des marques prestigieuses. J'ai cité tout à l'heure Quadretto avec Minardi et puis surtout Botticelli. Alors, d'abord, pour ceux qui essayent de vous connaître, qui ne vous connaissent pas, comment vous vous définiriez, vous que l'on surnomme déjà aujourd'hui comme le dandy africain? Je me définis simplement comme un designer qui a la chance de travailler avec pas mal de maisons. Donc franchement, je pense qu'il faut une définition très simple à ce que je fais. Il a quand même fallu que ces maisons s'intéressent à vous, qu'elles sachent que vous existiez. Oui, parce que peut-être je projette quelque chose qu'elles recherchent.
Je sais pas, peut-être que je comble un manque, j'en sais rien. Probablement. Cette passion de l'élégance, elle remonte à très loin. Je crois savoir que c'est depuis votre petite enfance. Vous négociez déjà avec votre grand frère certains tissus, certaines étoffes. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, mais je pense que la plupart des jeunes du monde, on est un peu attiré par le beau, même si ce beau-là est parfois inaccessible. Donc c'était un peu mon cas. Donc je m'ai toujours chiné un peu, et puis quand je ne pouvais pas, je louais soit des vêtements à mon frère, ou je demandais contre des services que je rendais d'une autre façon, peut-être en faisant ces petits travaux champêtres ou ces petits travaux domestiques. Et puis voilà, de fil à aiguille, et puis en grandissant, la passion grandit aussi, ou la passion se raffermit comme du bon vin, quoi. Donc, Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que oui, effectivement, 2017 a été une très belle année pour vous, puisque le magazine italien de Player vous a mis en couverture et vous a même consacré plusieurs pages. Vous avez été proclamé dandy de l'année. Ça ne s'invente pas. Oui, mais comme je dis, c'est un magazine en fait qui paraît 2 fois par an. Donc à chaque édition du Pitti Uomo, qui est l'événement dédié au vestiaire masculin le plus prestigieux, le plus important au monde, qui a lieu à Milan, à Florence, à Firenze. Voilà. D'accord. Donc chaque édition du Player, c'est une édition très très importante. Et ils ont eu, il y a au mois de juin passé, donc 2017, j'ai eu ce bonheur-là de figurer, en une du magazine, quoi, en cover story du magazine. Et c'était un bonheur, et aussi quelque part une reconnaissance peut-être de ce travail-là que je fais pour ces maisons, et aussi pour promouvoir cette élégance à l'italienne, peut-être. Alors on va revenir justement sur les différents produits. Je me tourne vers vous, Leftis, artiste, auteur, compositeur, interprète, une très belle voix chaleureuse qu'on a eu l'occasion d'écouter et qu'on entendra tout à l'heure, justement avec un très bel extrait. Vous, la musique, c'est aussi depuis très longtemps. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Racontez-nous. En fait, oui, ça a toujours été ma passion depuis toute petite, effectivement. Et puis, alors de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes, qui m'ont donné l'opportunité en fait de jouer avec eux, tout simplement. Puis, je suis passée par plein de groupes différents, de différents genres, différents styles. Alors, le grand moment, ça a quand même été The Voice. Oui. En 2013. Effectivement. Racontez-nous. Alors, c'était une belle expérience. Franchement, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont, disons, peut-être pas donné des opportunités, mais qui m'ont ouvert l'esprit sur beaucoup de choses dans le monde de la musique. Et puis, ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne derrière l'écran télé, on va dire, parce qu'on n'a pas toujours une idée bien précise de comment ça fonctionne. Chouette expérience. Alors, vous êtes passé par la Hollande, où là, pour le coup, vous avez participé à l'aventure Tracy Tressin. Oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que entre The Voice et cette expérience-là, il y a eu des sollicitations, il y a eu des collaborations. Comment tout ça s'est articulé pour vous? Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, en fait, il y avait ce groupe hollandais, Trace and Tracy, qui cherchait donc une chanteuse, en fait, parce qu'ils n'en avaient pas. C'était un groupe donc formation jazz. Et on a fait une rencontre, on a organisé ça, et puis ça a cliqué assez rapidement. En fait, on s'est compris. Et puis je suis arrivée avec mes compos, et c'est comme ça qu'on a fait la première EP là qu'on avait présentée justement au Saint-Orse, qui s'appelait Reborn. Donc c'était un pur plaisir de partager. Alors quelles sont vos influences aujourd'hui? On voit très bien que la musique évolue à vitesse grand V. Est-ce que vous avez des points de repère, de fixation dans votre répertoire? Comment se passe le travail d'écriture précisément? Alors, pour répondre à la question des influences, ma maman a toujours écouté des artistes des années 50, donc j'ai été vraiment bercée par Elvis Presley, Aretha Franklin, tout ce qui était soul, fort soul, et j'ai toujours eu une grande admiration pour ces divans, en fait, quelque part. Et oui, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et en fait, il s'avère que je suis passée par le jazz alors que je n'avais jamais fait de jazz auparavant, donc j'ai dû m'adapter aussi. C'était une autre forme, une autre manière de chanter, une autre manière d'écrire. Et maintenant, l'écriture se fait, maintenant, l'IP qui est en cours est exclusivement rappée et chantée. Au niveau de l'écriture, c'est vraiment... Quelle thématique vous tiennent à cœur, par exemple? Sujet de société, histoire personnelle? Alors, la thématique vraiment phare chez moi, c'est les femmes, en fait.
Je mets la femme en avant. Féministe, peut-être Un petit peu. Un oui. tout petit peu Un peu beaucoup. Un peu, ouais. Un petit peu. Très bien. Entre les deux, on va dire, c'est un juste milieu, mais effectivement, enfin voilà, j'aimerais bien, voilà, montrer au monde ce que les femmes font pour nous et les mettre en avant, en fait, tout simplement. Donc le projet ici, c'est exclusivement, pratiquement consacré aux femmes, en fait. Excellent. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, de Fustel. J'ai parlé des pochettes Quadretto. C'est un partenariat avec Minardi. Alors, comment tout cela s'est organisé? Qui a fait le premier pas, par exemple? Il y a un an, justement, Paolo Galbi, le créateur de Minardi, il me cherche au salon du Petit Homo, comme beaucoup me cherchent pratiquement tout le temps. Et puis, finalement, il me trouve quelque part. Ah, monsieur de Fustel, je cherche après vous depuis 2 jours. Ah ouais, ok, ben avec plaisir. Enfin, je sais pas qui c'est parce que je connais pas toujours tout le monde. Et j'ai quelque chose pour vous. Et il m'offre une ceinture. Parce qu'il fait beaucoup de cuir. Il m'offre une ceinture il y a 1 an. Et puis, il y a 6 mois, de nouveau, il m'offre, je sais plus trop quoi, parce que bon, il y a tellement de choses qui arrivent que je ne sais plus. Et puis après, dès qu'il rentre, il m'envoie une proposition de projet. De pochette avec une bande en cuir. J'ai dit ouais, ok, des projets j'en reçois tout le temps, tellement de propositions, je ne dis rien. Et après il me relance 3 fois. Je dis ok, mais qu'est-ce que tu veux? Moi mes conditions c'est un peu compliqué, hein, parce que. Ouais, d'accord. Et puis il me dit ouais, c'est quoi les conditions et tout. Je dis ok, je t'envoie tout, j'envoie. Et puis finalement bon, j'arrive à son atelier, il me paye tout, le billet d'avion, machin. J'arrive à son atelier à Vercelli. Je lui dis ok, voilà comment je vois ça, machin, comme ça, j'essaye, on va assembler comme ça. Voilà comment le projet naît en fait. Donc il vient vers moi, il insiste, finalement je cède, et c'est une belle aventure parce qu'on a le résultat est quand même. Vous nous avez apporté une pochette d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut voir la pochette? Oui, ici déjà c'est le packaging, comme vous pouvez voir, c'est un très beau packaging pour une pochette. Pour un carré de poche, c'est un très beau packaging. Bon, ici, voilà, j'ai déjà ouvert parce que j'ai montré à d'autres personnes. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a le rose ici, c'est du cuir. Bon, et puis c'est marqué là, de Fustel, le rose c'est du cuir. Mais c'est un mix de tissus, vraiment de grands drapiers. Donc, il y a l'Europiana, il y a Zegna, et puis il y a Piacenza Cashmere, c'est une maison qui a 200 ans d'existence, qui ne fait que des tissus. Donc, c'est vraiment un travail artisanal. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est pas imprimé du tout, donc c'est vraiment de l'artisanat. Et là, vous avez 4 carrés, mais ce côté que vous pouvez utiliser carrément seul. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir le côté uni comme ça, ou encore en fleurs comme ça, avoir tout l'assemblage, quoi. Très voilà. Inspiré. Ça nous permet justement, on va le voir de visu, à travers ce petit clip d'1 minute et demie qui met en scène évidemment de Fustel avec ses pochettes. Eh ben voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces pochettes auront encore du chemin à faire, et en tout cas, vous êtes un excellent ambassadeur. Alors, ça nous amène évidemment aux chaussures, Botticelli. Finalement, vous faites tout, hein, chaussures, lunettes, pochettes. C'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, je vais dire, bon, je l'ai pas encore dit dans aucun média, mais la prochaine étape, c'est, j'élude les petites étapes, hein, parce que la prochaine étape, c'est juin 2019. Je lance ma première collection de Total Look de costumes, c'est juin 2019. Donc, c'est ça. Tout ce que je fais depuis, toutes les petites étapes, toutes les collaborations, tout ce que je fais, c'est, le cheminement pour arriver à ça. Donc, ça, ce sera la chute. Voilà, chute finale. Mais alors, effectivement, parce que ça me permet de rebondir justement en direction de Neftis. Il y a eu des collaborations, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive actuellement pour justement de Fustel avec ces différents partenariats. Est-ce que la suite logique, et
vous êtes déjà en plein dedans, c'est tout simplement l'aventure solitaire, en solo. C'est se lancer en mettant évidemment son talent créatif à son propre service, dans l'intention évidemment de mieux se faire connaître. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce schéma-là, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un passage obligé pour s'affirmer, tout simplement? Oh, bonne question. Je dirais que dans un premier temps, les collaborations sont super importantes. C'est-à-dire, rencontrer plein de gens vous aide à, comme on dit, faire du networking. Donc, c'est-à-dire que pour un artiste, c'est super important. On en discutait là tantôt, surtout ici en Belgique. Il faut connaître pas mal de monde, on va dire, pour y arriver. Maintenant, je dirais, dans un projet solo, oui. Ici, maintenant, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de me développer, et de développer mon réseau, et afin que je sois, on va dire, plus connu. Enfin, déjà au niveau national, ce serait super. Si maintenant ça passe à l'international, I am blessed. Mais est-ce que le marché actuellement au niveau local est propice ou pas? Pour l'instant, en fait, je pense qu'avec le projet que je suis en train de faire, j'arrive au bon moment, en fait, parce que le côté rap et chant n'est pas vraiment prôné, en tout cas dans le monde féminin, je vais dire belge. Il y en a qui s'y mettent de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de remarquer, enfin de regarder certaines artistes qui le font, mais en tout cas anglais rappé et chanté, ça se voit pas beaucoup ici en Belgique. À propos de chant, on va justement regarder ce clip Brave, excellent titre. Je vous laisse découvrir. Counting the hours, counting the days. So I'm counting the hours, counting the days, till I fall asleep, and every time I know you, babe. My pencil is bleeding, reminiscing the times and the days we gotta be together. Baby left me with a bitter taste, screaming voices telling me to hold back like sweet and sour. I know that I'm denying them tears. Mama told me to be brave, but gotta let my fears disappear. But instead I fall harder every time I call ya. You got issues, apology is the issue. Counting the hours, counting the days. So I'm counting the hours, counting the days, till I fall asleep, and every time I know you, babe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette chanson? Parce qu'elle a un ton très mélancolique, Oui. que vous affectionnez visiblement. Oui, parce que j'aime bien parler de choses qui me touchent et des choses sérieuses et qui touchent tout le monde. En fait, c'est très marrant parce que comment ça s'est passé, parce que les gens pourraient voir ça comme un clip à part entière, mais en fait, c'est une collaboration qui s'est fait vraiment on the spot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, mais viens dans mon studio et on va en fait créer ensemble quelque chose sur le moment. Donc en fait, je suis vraiment arrivée, je ne connaissais pas ce producteur. D'ailleurs, allez voir, c'est C'était improvisé, c'est une improvisation, carrément. C'est une improvisation en fait. Donc c'est hallucinant. Une seule prise. Une seule prise, oui, tout à fait. Donc en fait, donc j'ai écrit le texte, j'ai écouté donc sa production, donc sa musique, sa track, et donc j'ai écrit. Donc c'était supposé être un couplet, refrain, couplet. Enfin non, pardon, un refrain, couplet, refrain, et ça a donné ça en fait. Et il m'a tellement mis à l'aise que effectivement ce beau texte que l'on entend, c'est écrit tout naturellement en fait. Je vois que les coups de cœur, ça existe aussi bien dans le milieu de la mode, de Fustel, que dans le milieu de la musique. J'aimerais que l'on parle de votre ligne. Est-ce qu'on peut appeler ligne finalement ou marque de lunettes Mondialiani? On en a beaucoup parlé il y a 1 an, il y a 2 ans. Il s'agit d'une paire de lunettes ou 2 paires de lunettes qui s'adaptent à votre morphologie. D'abord, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y avait un segment à prendre
sur ce marché, d'après vous? Oui, je pense que la création doit respecter une certaine trilogie, quoi. Donc la qualité, le confort et puis la durabilité. Donc il fallait faire quelque chose qui soit confortable aux gens qui la consomment. Les Africains consomment énormément de lunettes et je pense que... Est-ce qu'en termes de coût, c'est accessible? Parce que quand on parle d'Afrique, généralement, on pense évidemment aux économies d'échelle. Est-ce que là, pour le coup, vous arrivez à faire des produits accessibles au public? Pour les lunettes, oui, c'est relativement accessible parce que ça tourne quand même autour de 250 €. C'est pas excessif. C'est pas excessif pour des lunettes confortables et de qualité parce qu'il faut dire que les matériaux utilisés sont vraiment le haut de gamme. Hein. C'est la Rolls-Royce, c'est la cellulose d'acétate. En lunetterie, c'est la Rolls-Royce des matériaux. Donc, j'ai pas lésiné sur les moyens pour, donner un produit final qui satisfasse vraiment en termes qualitatifs l'opinion, le public. Donc voilà. Maintenant, le prix de vente, c'est pas non plus un prix excessif dans la mesure où j'ai essayé de sauter beaucoup d'intermédiaires pour arriver à un prix qui soit raisonnable. Alors, on va faire la transition sur les chaussures. Alors là, c'est Botticelli, très connu, évidemment. Ah oui. Très important. Vous voulez ajouter quelque chose de Fustel, peut-être? Non, je voulais juste te dire que c'est une belle aventure. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et là, je sors du MICAM. Je suis rentré du MICAM la semaine passée, donc la foire des chaussures à Milan, pour présenter la nouvelle collection. Donc l'aventure continue. Alors, un petit aperçu justement du processus créatif avec cet élément d'une petite minute. On en reparle juste à la fin. Alors, là aussi, évidemment, c'est un pari incroyable, le fait d'associer son nom à une marque de chaussures. Est-ce que pour vous, pour le coup, c'est quand même un aboutissement? Oui, bien sûr. Enfin, je suis un grand rêveur. Hein. Moi, Ça ne se voit pas. Hein. Ah, si. Je suis quelqu'un... je me suis toujours dit que bon voilà, le milieu social, toutes les péripéties de la vie ne doivent pas en tout cas conditionner notre destin. Donc on doit voir les choses en grand. J'ai toujours vu les choses en grand, mais en toute humilité. Hein. Vous arrivez à garder les pieds sur terre parce Absolument, que quand on se dit Mondigliani, Quadretto, Botticelli, il y en a qui pèteraient un câble à votre place. Non, moi pas. Vu mes origines sociales, je peux pas me permettre ça parce que à côté, derrière moi, il y a énormément de jeunes Africains, mais vraiment, je peux dire des milliers qui me suivent, qui me prennent pour exemple, dont je dois vraiment avoir, un discours... Alors, précisément, si vous aviez un message à leur transmettre aujourd'hui, quel serait ce message? Croire en eux, c'est tout. Ils doivent croire en eux, ils doivent se frayer leur propre chemin, et c'est dire que ils peuvent inverser le cours des choses, c'est tout. Et c'est ce que je transmets, c'est ce que je fais moi-même, et ils sont comme moi, et je suis comme la majorité, hein. Donc croire en eux et avancer, travailler, saisir chaque opportunité, transformer chaque rencontre en opportunité, c'est tout, c'est pas plus compliqué, et s'y investir.
Alors, nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien de Fustel. On va parler de votre agenda. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Y a-t-il des rendez-vous importants dont on pourrait déjà prendre date? Oui, il y a des. Enfin, je m'investis également beaucoup dans l'humanitaire, hein, donc au Cameroun et ailleurs et en Côte d'Ivoire aussi. Donc la prochaine date c'est le 7 avril avec la maison de Gand et Crossword. J'organise un vide-grenier, donc avec le soutien de la maison de Gand, de Crossword et de Weston. J'organise un vide-grenier au profit de la fondation de Fustel. Ça c'est un. Et deux, à Florence, j'organise en marge du Petit Homo où je présente mes nouvelles créations. Quelle date? Ça c'est ça c'est le 13 juin. 13 juin, à Florence. Il y a une soirée de Fustel, donc autour de moi, toutes les marques qui gravitent autour de moi vont être réunies pour justement récolter les fonds pour la fondation de Fustel de nouveau. Donc, ça c'est... En tout cas, c'est noté. C'est noté. Neftis, qu'est-ce que l'on devrait savoir pour les prochaines semaines et les prochains mois? Alors, première chose, j'enregistre, alors je suis super contente de l'annoncer, j'enregistre l'émission Tarmac, donc c'est-à-dire émission sur la RTBF. Référence, tout à fait. Ça s'appelle Meet the Band, et donc c'est une émission hip-hop. On m'a contacté gentiment pour venir présenter une de mes chansons, justement, donc c'est vraiment en exclusivité que je viendrai présenter cette track. Donc ça, c'est cette semaine que j'enregistre l'émission, et ça passera en mars. D'accord. Et puis il y a des prochaines dates de concerts qui vont arriver aussi en mars et en avril, normalement une en l'occurrence au Bazar. Donc si jamais on pourra se retrouver là-bas avec grand plaisir. Et voilà, j'ai pas encore de date précise pour le Bazar, mais dès que je peux tenir les gens informés de toute façon sur Instagram. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission Horizon Intellectuel. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur les ondes d'Al Mouatine TV. À très vite.